Nabona sanjola lokola Musa Maria na yeba yo nano. Simana sanjola yo. Nabona sanjola lokola mutu. Maya peto epesaka bomo ya seko ezali wapi? Nabozindo nakende wapi? Libanda na yote nabozindo isio etenda. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez me suivre. Bienvenue encore une fois sur Leslie TV. Merci de nous recevoir en ce jour. Aujourd'hui est un jour nouveau, comme la Bible le dit. À chaque jour suffit sa peine. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, je ne suis pas seule sur ces plateaux. J'ai un invité spécial. Comme je vous l'avais promis bien avant que sur Leslie TV, nous ne parlerons pas seulement de la spiritualité, mais nous parlerons aussi de beaucoup de sujets pour nous informer, nous édifier et aussi, pourquoi pas, nous encourager. Aujourd'hui, je reçois Papa John, qui a beaucoup de casquettes, mais aujourd'hui, nous le recevons en tant que président de la communauté congolaise ici à Champagne-Kani, aux États-Unis. Bonjour Papa John. Bonjour Mademoiselle Leslie. Comment vous allez? En tout cas, ça va très bien, ça va très bien. Merci beaucoup d'accepter notre invitation. C'est vraiment une joie et un honneur de vous recevoir sur ce plateau. En tout cas, merci aussi de nous avoir invités. C'est toujours un honneur de parler avec les gens que Dieu a mis les talents en eux. Gloire au Seigneur. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer notre émission et débuter avec notre sujet du jour. Aujourd'hui, nous allons parler de la vie des immigrants aux États-Unis. Papa John, c'est quelqu'un qui s'y connaît bien. Il a des bonnes informations. Alors, si vous avez des questions, que vous soyez à Champagne, dans une autre ville, aux États-Unis ou même ailleurs en dehors du pays, vous pouvez toutefois poser vos questions. Il est disposé pour répondre. Alors, Papa John, comment vous appréciez la vie des étrangers ici aux États-Unis? Bon, parlons des étrangers, en fait, c'est un peu complexe. C'est un peu complexe parce que il y a des étrangers européens, il y a des étrangers africains, il y a les étrangers asiatiques. Donc, c'est complexe. Alors, si je peux dire les étrangers, je prends du côté congolais, je pourrais dire que comparé au pays, je dirais que le 80% se retrouve par rapport à ce qu'ils font. Se retrouve par rapport à ce qu'ils font. Si je dis ça, c'est... Vous savez, quand ils travaillent, ils savent quand même qu'ils auront leur salaire. Alors, de ce côté-là, quand même, ça va. Mais de l'autre côté, c'est un peu compliqué parce qu'il y a une barrière qui est la langue. La langue, ça devient vraiment une barrière pour beaucoup de nos compatriotes. Et il y en a même qui se font arnaquer à cause de cette barrière-là. D'accord. Et pour quelqu'un qui vient d'arriver aux États-Unis, quelles sont les difficultés et les défis qu'il rencontre? Bon, d'abord, pour quelqu'un qui vient d'arriver aux États-Unis, vous savez que quand nous sommes au pays, surtout pour ceux qui n'ont jamais été en dehors, on nous fait voir les États-Unis comme les États-Unis que nous voyons dans un film. Et nous pensons que c'est un pays où les histoires vous tombent du ciel. Nous pensons que c'est un pays où vous allez rester comme ça. Il suffit seulement de rire que vous vous rassasiez, comme on disait que les chômeurs américains, ils étaient le mieux payés au monde et qu'aux États-Unis, quand vous arrivez chez quelqu'un, on vous donne tout un poulet pour vous, pour manger. Mais la première difficulté, d'abord, c'est cette idée-là qu'on se faisait. Et ça, vous savez que c'est comme si vous vivez maintenant dans un monde imaginaire et un monde réel. C'est ça la première difficulté, c'est de se battre avec sa propre imagination. La deuxième difficulté, c'est l'intégration. Vous savez, ça c'est une autre culture. Nous avons une culture autre, une culture africaine, une culture sociale, une culture communautaire. Mais vous arrivez dans une culture où les gens vivent presque isolés. Dans une culture où même votre voisin ne vous dira pas bonjour parce qu'il ne vous connaît pas. Vous savez. Et troisième difficulté, c'est la désorientation. Parce que
ceux qui sont venus avant ne donnent pas la bonne information. Il y en a d'ailleurs qui profitent du manque d'information de ceux qui viennent. Alors ça fait des défis autour de cela. C'est un peu ça, quelques défis ramassés que les gens rencontrent dès qu'ils arrivent. En vous écoutant, Papa John, est-il important d'avoir un repère quand on vient d'arriver ici aux États-Unis, quelqu'un qui va vous conduire dans vos premiers pas, parce que plusieurs fois nous avons entendu des histoires, des scandales disant que voilà, quelqu'un vient d'arriver, il a trouvé ses amis dans la drogue, au lieu d'étudier, au lieu peut-être de travailler, il s'élance dans la drogue, il s'élance dans des histoires pas bonnes. Et la finalité, elle est mauvaise. Il y a de ceux qui finissent par se suicider, il y a de ceux qui finissent en prison. Alors, est-il important d'avoir un repère? Bon, je dirais d'abord, vous savez qu'en français, on s'est dit que personne ne se suffit de lui-même. C'est pourquoi même pour que nous puissions exister, il faut qu'il y ait une mère et qu'il faut qu'il y ait un père. Et dans la vie, il faut qu'il y ait un mentor, qui peut être un parent, un aîné, qui nous montre quelles sont les directions ou la bonne direction à prendre. Avoir quelqu'un qui peut nous servir de guide ou quelqu'un qui peut être là pour nous dire ce qu'il faut faire, un repère, comme vous l'aviez dit, je crois que c'est important. Mais c'est question de savoir qu'est-ce qu'on veut dans la vie. Vous savez, chacun a un objectif, chacun sait ce qu'il fait. Il y en a qui sont venus ici aux États-Unis, mais qui se retrouvent dans la rue simplement parce qu'ils ont choisi la rue. Il y en a qui sont venus ici aux États-Unis qui investissent dans l'habillement. Parce que c'est ça. Il y en a qui sont venus ici aux États-Unis, ils investissent dans des boissons, dans des femmes, tout ça. Et ça dépend de ce que quelqu'un d'abord de lui-même il veut. Parce que vous pouvez avoir un repère, mais le repère ne vous forcera pas à faire des choses. Vous avez aussi une conscience. C'est vrai aussi que les repères ou les gens que l'on trouve influencent pour beaucoup. Mais je crois que la grande partie revient à la personne. Mais du moins, je voudrais souligner une chose, est que avoir un repère, c'est bien. Mais il faut savoir quel genre de repère avoir. Alors, mesdames et messieurs, j'espère que vous comprenez ce que Papa John essaie de nous dire en ce moment même. Il est important d'avoir un repère, mais aussi très important, qu'est-ce que vous voulez dans la vie et quand vous venez, quels sont vos objectifs. Il est important de ne pas se détourner de ses objectifs et de sa vision quand vous venez dans un pays étranger. Que le pays ne vous change pas. Restez tel que vous êtes avec vos objectifs, avec votre vision. Alors, ma prochaine question, Papa John, c'est parce que quand on est en dehors des États-Unis, on entend tout sur les États-Unis. C'est un pays où on ramasse de l'argent, c'est un pays où les gens souffrent et tout. Mais est-ce que c'est vrai? On entend dire que les immigrants ici aux États-Unis, ils souffrent beaucoup, ils travaillent durement 48 heures la semaine. Ils n'ont pas le temps pour leur famille, pour leurs amis. Donc, leur vie se limite au travail. Cela est-il vrai? Oui, ce qui est vrai est que d'abord, quand vous arrivez dans un nouveau système, vous comparez par rapport à l'autre système. Ça veut dire, comparé au Congo, je dirais oui, les gens souffrent. Les gens souffrent surtout pour le travail. Comparé au Congo. Comparé au Congo, ça c'est sur le plan de travail. Mais maintenant, sur le plan des rémunérations, on ne dira pas que les gens souffrent comparé au Congo. Là, je prends d'abord comparer. Bon, maintenant, dire que les gens souffrent, c'est encore une fois de plus, je reprendrai ce que je dis, ça dépend de la personne. Vous savez, quand quelqu'un vient ici, il a un objectif. C'est vrai, pour quelqu'un d'autre, il dira travailler dans le démanutention, c'est souffrir. Mais quelqu'un qui n'avait pas de boulot au Congo ou qui dormait dehors comme sentinelle, il te dira que non, ce que moi je fais comme travail, c'est bien, j'aime. Les gens parlent de la souffrance aux États-Unis en termes de boulot simplement parce que vous travaillez debout. Vous pouvez travailler 10 heures, et quand on dit 10 heures, c'est vraiment 10 heures, vous travaillez debout, vous pouvez avoir votre pause pour vous mettre, mais dès que vous vous mettez dans le rythme de travail, vous êtes debout. Et c'est peut-être ça que les gens savaient qu'il y a deux fois, on était habitué à la paresse dans le travail, la paresse professionnelle, si on peut l'appeler ainsi. C'est ce qui fait à ce que les gens comparent. Les gens, quand ils viennent dire qu'ils souffrent beaucoup, ou c'est un pays où on ramasse l'argent, c'est vrai, ce sont les utopies que tout le monde se faisait, parce qu'en fait, on montre la face de gloire des États-Unis qui est la face cachée.
Je vous apprendrai, madame, que le week-end passé ici à Chicago, qui est ici notre voisin, on a tué au moins 50 personnes par balle. Bon, cette face-là, on ne vous montrera pas quand vous êtes au Congo. On vous montrera cette face où il y a des buildings, on vous montrera cette face où il y a des voitures, on vous montrera cette face où il y a des goudrons partout. Donc c'est un peu ça, dire que les gens souffrent, ça dépend du travail que les gens faisaient au pays. Et on compare à ce qu'on faisait. Donc quelqu'un qui, par exemple, au pays, il travaille dans l'administration, le demander de commencer à soulever les histoires pendant 10 heures, celui-là vous dira qu'il souffre. Mais quelqu'un qui, par exemple, au pays, il faisait rien, il a quand même une occasion de travailler. Celui-là, je crois qu'il dira qu'il aime ce qu'il fait. Donc c'est un peu ça, madame. D'accord, merci de répondre à nos questions avec beaucoup de détails. Papa John, pour les gens qui travaillent pendant 10 heures du temps, comme vous l'avez dit, debout et autres, est-ce que cela s'applique-t-il aussi aux gens, aux étudiants étrangers qui ont étudié, qui ont fini, qui ont eu leur diplôme? Ils travaillent aussi durement parce qu'on entend aussi dire que quand tu viens d'ailleurs, quand tu viens de l'Afrique ou de n'importe quel pays et que tu viens aux États-Unis, tes diplômes ne comptent pas. Alors tu dois recommencer tes études. Si tu étais licencié, tu dois recommencer l'université. Est-ce que vous pouvez nous éclaircir sur ce point? Merci beaucoup, Maman Leslie. Si je peux commencer par la première question, de savoir les étudiants internationaux, quand ils viennent, est-ce qu'ils souffrent, ainsi de suite. Ce qu'il faut savoir est que d'abord, quand vous venez avec les statuts d'étudiant international plutôt, vous êtes étudiant. Vous êtes étudiant et vous venez ici pour travailler, pas pour travailler, pour étudier. Ça, c'est la première chose. Et même, le président avait changé de loi dernièrement. Les étudiants internationaux qui viennent, avant, ils avaient la possibilité d'encore rester un peu de temps après qu'ils aient fini, mais pour le moment, ils doivent directement partir. Et ils ne peuvent pas demander des changements de statut tout en étant sous ce statut-là. Ça devient compliqué. Selon la dernière loi ici que le président avait changé. Les étudiants internationaux vont travailler avec quel titre? Parce que pour travailler, il faut que vous ayez le permis de travail, qu'on appelle work permit, ou bien que vous soyez résident, ou bien que vous ayez une autre forme de visa qui vous a fait entrer ici et qui vous permettrait de travailler. Eux sont venus sous visa d'études. C'est pourquoi les étudiants internationaux, leurs parents souffrent, parce qu'ils doivent le supporter, le soutenir en tout. Maintenant, en ce qui est des diplômes, tout diplôme est diplôme. Tout diplôme est diplôme. Que vous ayez étudié en France, ou que vous ayez étudié au Congo, ou je sais pas moi, partout. Les diplômes congolais sont acceptés. La preuve, j'en suis la preuve. Les diplômes congolais sont acceptés. Simplement, nous avons les systèmes de points. Ici, on a les systèmes de grades. Ce qu'il faut faire, il faut accréditer ça. Donc, si vous vous inscrivez à une université ou à un collège, on va vous demander d'accréditer vos diplômes. Vous allez envoyer, ils vont vous dire quels sont les centres d'accréditation qui sont affiliés à cette université-là. Alors, ils vont vous demander d'envoyer vos documents. Et que vous enverrez vos documents à ces centres d'accréditation. Ils vont évaluer vos points. Ils vont mettre ça en grade. Et puis, vos pourcentages là que vous avez fini, ils vont vous mettre ça en mention. Vous voyez. Donc, après que eux aient fini, ça prend généralement entre 2 et 3 mois. Après qu'ils aient fini, ils vont renvoyer un paquet à l'université et l'autre paquet, ils vont vous remettre à vous. Donc, ce cours-là que vous aviez déjà, par rapport aussi au crédit, hein, les crédits, là, nous avons des pondérations au Congo. Ici, ils ont des crédits. Ils vont voir par rapport au crédit et aux pondérations du Congo et des crédits pour essayer maintenant de voir quels sont les cours que vous êtes dispensés. Si le même cours vous avez eu au Congo, on va vous dispenser. Mais si vous avez peu de crédit, on va vous ajouter un peu de crédit. Donc nos diplômes ne sont pas refusés, nos diplômes sont acceptés, mais simplement il faudrait d'abord faire l'accréditation. D'accord. Mesdames et messieurs, il est important d'avoir des bonnes informations parce que quand vous entendez tout, du côté gauche, du côté droit, vous serez désorienté. Alors, il est vraiment important d'avoir des bonnes informations parce que les mauvaises informations peuvent vous permettre de prendre des mauvaises décisions et cela n'est pas du tout bon. Alors, nous continuons.
Papa John, vous avez plus parlé d'un étudiant international qui finit les études, s'il aura un travail ou pas. Donc, nous comprenons aussi, parce que vous l'avez dit, que pour l'instant, c'est difficile de changer des statuts. Donc, un étudiant international, c'est un peu difficile de devenir résident. Qu'est-ce qui a changé? Avant, c'était possible ou comment? Bon, avant, les étudiants pouvaient rester longuement que prévu et peut-être se chercher des travaux ici, bien que c'était compliqué. Mais actuellement, les travaux que les étudiants internationaux peuvent chercher, ce sont les travaux que les Américains ne peuvent pas faire. Donc, s'il n'y a pas une compétence américaine dans ce domaine-là, là, l'étudiant international peut faire. Mais sinon, ils doivent rentrer. Et c'est ça, la nouvelle loi du président Donald Trump, ils doivent rentrer. S'il faudrait peut-être qu'ils viennent encore ici, ils doivent réappliquer sous une autre forme de visa. Pas sous visa d'étudiant international. Ok. Et alors, pour un résident, quand il finit les études, il peut trouver un très bon travail et être bien payé? Bon, un résident a tout le droit que c'est lui qu'un citoyen. Tout le droit, à l'exception de quelques tels que n'est pas voté, tout ça. Ce sont les il y a quelques seulement, mais les autres droits, prendre une dette à gauche, prendre les student loan, donc la dette des étudiants, prendre la dette, c'est pas moi, des véhicules, ceci, il a tout le droit, il a le même droit. Et maintenant, celui qui est résident, il a d'abord la facilité d'avoir des dettes fédérales pour soutenir ses études, ce qui fait qu'il peut terminer. Dire qu'il aura un très bon travail, ça c'est difficile à dire, parce que le travail, c'est la compétence. C'est votre compétence qui peut vous donner un bon travail ou pas. Mais ce qui est vrai est que le résident, il a la chance d'étudier et de rester ici sans qu'il ne soit inquiété. Merci beaucoup, Papa John, pour de répondre à nos questions. Alors, un sans-papier peut-il travailler ici aux États-Unis? Bon, ça dépend de la compréhension de sans-papier. Quelqu'un qui vient sans papier, mais qui est dans un centre de réfugiés, qui est pris en charge et qui, après qu'il soit sorti de ça, il commence ses démarches, on peut lui donner un papier temporaire qu'on appelle le work permit qu'il faut renouveler. Cette personne est venue sans papier, mais il a quand même un papier, même s'il n'a pas tout le papier, il a quand même un papier qui s'appelle work permit, le permis de travail, qui le permet de travailler. Mais celui qui vient sans papier, c'est compliqué pour cette personne-là de travailler. Vous ne pouvez pas travailler sans papier parce que pour travailler, on vous demande votre social. Pour le moment, on ne demande pas seulement le social, on vous demande le social et la green card. Or, le social et la green card, ce sont vos identités qui vous lient. Donc, si aujourd'hui tu viens sans papier, aucune entreprise ne te prendra pour travailler. Non, tu n'auras pas le travail, à moins que ce soit dans des magouilles où on te paye, tu fais un petit coup de main chez quelqu'un privé, il te paye du cash. Sinon, un sans-papier, il ne pourra jamais travailler ici aux États-Unis. Et en plus de cela, parlant de sans-papier, avant, les gens venaient mettre au monde ici aux États-Unis. Je suis enceinte, je vois que je suis à ma 9e semaine, au 9e mois. Je m'arrange, ou vers la fin du 8e mois, je m'arrange pour venir aux États-Unis, comme on disait les ius solis, donc le droit des sols quand un enfant naît ici aux États-Unis, il est américain. Alors les gens s'arrangeaient pour venir ici, mettre au monde ici, et les enfants avaient la nationalité américaine. Mais la loi a changé. Pour qu'un enfant soit reconnu américain, il faut d'abord que les parents aient fait au moins 2 mois et 2 ans ici. Donc même si vous venez ici, vous mettez au monde votre enfant, vous rentrez au pays, l'enfant n'est pas américain, l'enfant a la nationalité de votre pays. Donc, c'est un peu ça. Donc, si vous êtes sans papier, en tout cas, l'espoir de travailler, il n'y a pas. Mais il y en a qui contournent toujours ça. Mais la façon que les gens la contournent, c'est une façon qui n'est pas à encourager. Parce que si on vous attrape dans ça, et cette personne qui vous a aidé à contourner, vous êtes dans le problème, peut-être même on peut même vous remballer au pays. Papa John, en tant que président, quelles sont les opportunités que vous connaissez qui peuvent aider les gens qui veulent entrer aux États-Unis à venir? Parce que entrer maintenant aux États-Unis, c'est déjà devenu difficile. Par votre statut, quels sont les moyens que vous connaissez pour aider certaines personnes qui veulent venir, de pouvoir venir en toute légalité? Merci beaucoup une fois de plus, Maman Leslie, pour cette question.
en fait, qui tournent autour. Vous savez que les choses, des fois, on donne de noms. On donne beaucoup de noms. Koboa, Kangunda, il y a beaucoup de noms qu'on donne tout autour. En fait, d'abord, comme ça, de lancer, comme ça, si je me lance, je dirais que le premier conseil ou le moyen que moi je peux dire aux gens, c'est d'aller à l'ambassade Toké et prendre son visa. C'est ça le conseil que je donnerais comme président. Toquez à l'ambassade, ayez tous vos documents, ayez vos comptes en banque, allez normalement, ayez un dossier clair, toquez à l'ambassade, c'est ça la porte, c'est ça l'unique moyen légal de venir ici. Mais il y a deux fois, les gens aussi qui peuvent venir par leur boulot, le boulot peut les envoyer. Il y a aussi qui viennent par invitation. On peut inviter pour un mariage, ça devient très compliqué pour le moment, le mariage apparemment. Le gouvernement commence à restreindre ça aux parents, pas des oncles, les frères, tout ça. Ça devient très compliqué. Alors, il peut venir au mariage, ou soit il peut venir pour une cérémonie. Mais il faudrait rentrer, il faudrait respecter sa limite, parce que ça vous donnera des chances prochainement quand vous allez demander encore une fois de plus qu'on vous donne le visa. Mais si vous dépassez et que l'on vous découvre, il risque qu'on ne vous donne plus jamais le visa des États-Unis. Donc, c'est vrai qu'il y a des moyens. Il y a des fois, les gens m'appellent. Est-ce que Kop Moroteza Kuna, même vous, la communauté, vous ne pouvez pas nous faire venir, tout ça. C'est vrai qu'on peut faire l'invitation, mais si c'est quelque chose que nous sommes en train de manigancer, donc nous sommes dans le faux. Or, nous ne pouvons pas encourager le faux, nous devons encourager le vrai. Et le vrai, le conseil que nous donnons à tous les amis, c'est vrai que nous tous, nous avons le rêve de voyager, mais le conseil que nous vous donnerons est que les États-Unis, c'est différent de l'Europe, où l'Europe peuvent aller, les gens peuvent aller, ils ont des aides sociales, mais ici, vous n'avez pas d'aide sociale. Donc, les États-Unis, on va vous coincer partout, vous n'aurez pas un boulot. Vous n'aurez pas un boulot. Votre voisin peut être celui qui va aller dénoncer. Alors, l'opportunité que nous pouvons avoir, c'est de dire aux gens, ou plutôt, nous pouvons peut-être, il y a des organisations que nous pouvons faire sur place. Si l'invitation est acceptée, parce que nous pouvons émettre une invitation, oui, la personne peut venir, mais de respecter son temps et rentrer. Mais l'unique façon, très honnête et très claire, que nous conseillons aux gens de venir ici, sans qu'il se soit des questions posées, c'est d'aller à l'ambassade, toquer, et s'il a la chance, il reçoit à son interview, il a son visa normal, il vient. D'accord, merci beaucoup Papa John de répondre encore avec clarté à notre question. Alors, ces mêmes gens qui veulent venir aux États-Unis se posent encore énormément de questions et dire que voilà, dans votre pays, il y a un taux de criminalité élevé. Alors, je préfère rester dans mon pays où je trouve à manger durement, mais quand même, je suis en paix. Il n'y a pas des gens au coin de la rue qui tuent, qui s'étirent des balles et autres. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Madame, laissez-moi parler comme un enseignant. Mademoiselle, excusez-moi. J'appelle bien maman. Vous savez, pour un enfant, des extrémistes vous dira qu'en Afrique, les gens vivent dans des cases. Qu'il y a la brousse, les animaux se promènent partout. Si vous demandez à quelqu'un aujourd'hui, il vous dira qu'au Congo, il y a l'insécurité totale. Parce qu'on tue les gens à l'Est là chaque jour. C'est la même chose que pour les États-Unis. Vous savez, les États-Unis, c'est un continent, ce n'est pas un pays, bien que nous prenons ça pour un pays, c'est un continent. Si nous pouvons prendre l'Afrique comme les États-Unis, nous dirons qu'en Afrique, il y a l'insécurité qu'ici aux États-Unis. En Afrique, on tue beaucoup de gens au Darfour, là-bas, au Congo. Tout ça partout là-bas, on tue les gens ici aux États-Unis. Donc, je crois que la sécurité ou l'insécurité, c'est relatif. Ça dépend de quel contexte que les gens prennent. Mais c'est vrai aussi ici qu'aux États-Unis, le taux de criminalité est élevé parce que vous savez l'histoire de nos frères qui ont la couleur qui s'apparentait à la nôtre. Ils sont venus ici comme des esclaves et ils n'ont pas eu le temps d'innover parce qu'on le freinait socialement, intellectuellement, matériellement, financièrement, et ils se sont livrés à des sports, ils se sont livrés à la musique, et la musique s'accompagne souvent des ganja, et ça crée un comportement nouveau. Mais du moins, quand vous venez dans un
pays, quel que soit au Congo aussi, je ne me permettrai pas d'aller me promener à 2 heures du matin à Matete, par exemple, ou à Kisensu, parce que je risque de voir les Koulouna au coin. C'est la même chose que pour les États-Unis. Il faudrait savoir où tu vas, à quelle heure tu vas et dans quel coin tu habites. Étant président de la communauté congolaise ici à Champagne-Kani, vous chapeautez combien de villes exactement? Bon, en fait, Champagne-Kani a 26 villes. 26. Mais dans les autres coins, il n'y a pas tellement de Congolais. Vous savez, les Congolais nous sont plus concentrés à Champagne et à Urbana. C'est vrai qu'il y a Saint-Joseph, il y a Rantoul, il y a les Cécis. Mais les 26 là, tellement qu'il n'y a pas la présence de nos compatriotes, je ne dirais pas que nous avons... Le statut nous accorde ça, mais d'autant plus qu'il n'y a pas un Congolais, donc nous n'avons pas la même mise là-bas. Donc, c'est 26, si je vais dire, mais la grande concentration, c'est à Champagne et à Urbana. Vous avez parlé de toquer à l'ambassade pour certaines personnes qui veulent venir ici. Mais nous entendons aussi parler de la DV loterie. La plupart des gens qui sont ici sont venus par le moyen de la loterie. Y a-t-il encore de l'espoir pour certaines personnes de gagner à la loterie et d'entrer aux États-Unis? En tout cas, ce qui est vrai, madame, merci encore une fois de plus, parce que c'est quelque chose que je venais, comme je fais de Facebook souvent, pour expliquer à la communauté les différentes informations et changements. C'est quelque chose que j'ai encore parlé aujourd'hui. Les amis qui devaient entrer normalement cette année 2020, ils avaient eu la malchance parce que le corona, ici, au partir du mois de mars, on a arrêté des activités, même l'ambassade a fermé, tout ça. Mais ils ont été récupérés parce qu'il y avait eu 1070 personnes qui se sont plaints. Ils ont porté plainte, mais il n'y avait pas un Congolais parmi ces gens-là qui sont partis porter plainte. Et il y a un juge qui a obtenu des changement de cette décision. Donc, on a permis aux gens de recommencer encore les démarches jusqu'au 30 parce que leur année fiscale s'arrête au 30 septembre. Alors, ce qui fait que dans 8 jours, parce qu'aujourd'hui on est le 22 septembre, dans 8 jours, si les gens là ne sont pas récupérés, donc l'espoir pour eux, ça sera fini, à moins qu'il y ait prolongement. Parce qu'ils ont sollicité un prolongement qui n'est pas encore accordé, ils attendent jusqu'au 25 ici, pour que ce prolongement soit fait. Mais du moins, les gens qui ont joué cette année 2000, ils doivent normalement commencer, plutôt la loterie pour l'année qui vient, ça va commencer d'ici là. Alors, je crois au mois d'octobre, quand les gens commencent par jouer. Alors, les gens maintenant qui avaient joué l'autre fois, se verront aussi pousser parce que les histoires, on est en train de pousser. Ça peut aussi affecter les gens de l'année qui ont joué l'année ici. Maintenant, pour la suite, que dire qu'on a la chance que la continuité de la DV Loterie, oui, la DV Loterie va continuer, à moins, peut-être pas pour les pays qui sont pas éligibles, mais pour les pays qui sont éligibles jusque-là, ça va continuer, bien que le président Donald Trump voulait arrêter ça, c'était comment on va dire, c'était l'un de ses combats quand il est passé président. Mais jusque-là, pour casser ça, ça demande beaucoup d'intervention de sénateurs, de ceci, et c'est une décision que lui ne peut pas comme ça casser. Mais c'est pourquoi aussi nous encourageons, si pas un conseil. Vous savez qu'il y a 2 fois que les gens changent de nationalité. Nous sommes Congolais et que nous n'encourageons pas que les gens changent de nationalité. Il faut garder notre originalité. Mais nous nous retrouvons aussi dans des situations telles que dans ces pays, les choses changent. Vous savez, les gens qui avaient la DV Loterie, ils ont dépensé l'argent, mais ils se sont retrouvés à la dernière minute. On a ignoré leurs dépenses, on leur a dit qu'ils n'entraient pas. On ne dit pas que ça peut arriver. On peut se retrouver un jour comme ça. On dit que vous tous, vous avez déjà fait 10 ans. On ne dit pas que ça va arriver. C'est juste un conseil. Vous tous, vous avez déjà fait 10 ans. Vous avez déjà gagné la vie aux États-Unis. Alors, on vous a donné la chance pendant 10 ans d'économiser. Vous ne renouvelez pas vos green cards. Allez chez vous. C'est pourquoi, 2 fois, nous n'encourageons pas. Mais nous conseillons aux gens, s'ils trouvent que pour lui, il serait mieux de peut-être prendre une nationalité pour qu'il soit stable dans des questionnements. En tout cas, ça serait peut-être une des options. D'accord, merci beaucoup encore une fois, Papa John. Alors, nous avons parlé de beaucoup de choses. En tant que président, et aussi, ça fait quand même longtemps que vous vivez ici aux États-Unis,
pensez-vous qu'est-il possible d'un jeune ou même de quelqu'un de réussir sa vie aux États-Unis? En tant que président et aussi en tant que quelqu'un qui a quand même vécu longtemps aux États-Unis, pensez-vous qu'il est possible de réussir dans ce pays, accomplir ce rêve? Parce que pour des gens qui viennent d'ailleurs, ils viennent ici pour construire leur vie, accomplir leur rêve et avoir une meilleure vie. Est-ce que cela est-il possible? Merci une fois de plus, Maman Leslie, pour cette question. Réussir dans la vie, ça dépend des objectifs de chacun. Quelqu'un vous dira que j'ai réussi dans ma vie parce que dans ma caisse, j'ai $10. Quelqu'un d'autre vous dira que j'ai réussi dans ma vie parce que j'ai $50 000. Donc, réussir d'abord comme tel, ça dépend de l'objectif de chacun. Mais innover et sortir de tout le monde. Donc, comment on dit, faire une exception. Si c'est dans ce sens-là que je peux parler, si les compatriotes peuvent faire l'exception ici, je dirais oui. Je dirais oui. Nous avons des compatriotes qui, aujourd'hui, sont dans l'armée. Ils travaillent dans l'armée américaine. Beaucoup de compatriotes d'ailleurs. Nous avons des compatriotes qui ont été promus, à l'exemple de notre maman Lisette et papa Mémoire, qui ont été promus comme meilleur small business, family small business pour l'année 2020. Ce sont les Congolais. Il y a combien de small business ici? Aujourd'hui, nous avons nos compatriotes qui sont médecins. Je connais même un compatriote qui va devenir un docteur américain. C'est vrai que c'est beaucoup d'étapes. Un docteur américain. Aujourd'hui, nous avons des compatriotes qui travaillent dans des banques, qui créent des sociétés. Je crois que réussir, oui, les gens peuvent faire la différence. Il y a moyen de faire la différence parce qu'il n'y a personne qui va vous dire « ne faites pas ça ». Faites-le honnêtement, vous pouvez le faire. Donc, il y a moyen de faire la différence. Aujourd'hui, il y a les compatriotes qui sont des directeurs dans des compagnies, bien qu'on les appelle managers, mais ou on les appelle, bon, disons managers, parce que disons managers, superviseurs, ils sont dans des compagnies qui dirigent même le noir. Aujourd'hui, nous avons nos compatriotes qui enseignent dans les écoles américaines. Donc, il y a la façon où les gens peuvent faire la différence, mais c'est comme une fois de plus, j'ai dit, il faudrait que chacun connaisse son objectif et qu'est-ce qu'il veut, en fait. Et persévérer dans ce qu'on fait. C'est vrai que très souvent, ce qui nous trahit, nous, les compatriotes, surtout quand nous sommes à l'étranger, c'est que nous ne nous soutenons pas tellement. C'est ça ce qui fait notre faiblesse et nous parlons plus du mal des autres que de bien. Mais s'il arrive que nous maîtrisons ces côtés-là, nous allons faire une très grande force. Nous le croyons. Merci beaucoup, Papa John. Ok, Président, je vais vous poser une question. J'espère que vous allez me répondre avec honnêteté. Alors, entre les États-Unis et l'Europe, en tant que Congolais, qu'est-ce que vous choisirez? Ça, c'est une question très stratégique. Honnêtement, j'encourage les gens qui travaillent. J'encourage les gens qui foncent. J'encourage les gens qui innovent. Je choisirai le Congo. Je choisirai le Congo parce que c'est mon pays. L'Europe a son côté positif. Ils ont aussi leur côté négatif. Les États-Unis ont les côtés positifs et les États-Unis ont aussi des côtés négatifs. Mais ce que je dirais est que parmi les deux, je verrai quel est le continent où on pousse les gens à travailler. Parce que l'homme, la Bible nous dit, vivra à la sueur de son front. La Bible ne nous a jamais dit l'homme vivra par des dons qu'on lui donnera ou des assistances qu'on lui donnera. Donc je pense que je choisirai le pays qui pousse les gens au travail ou le continent qui pousse les gens au travail. Merci beaucoup de répondre à cette question. Je vous encourage aussi, mesdames et messieurs, à être des gens qui travaillent. Alors, un mot pour la fin. En tout cas, je commencerai d'abord par personnellement vous dire merci au nom de la communauté congolaise de Champagne-Kani, au nom du comité directeur et à mon nom personnel. Merci pour ce temps que vous nous avez donné pour que nous puissions parler des sujets qui laissent beaucoup de questions. Nous espérons que nous avons été
à la hauteur de répondre même à 1% des questions. Et nous encourageons ce que vous faites. Nous vous disons aussi s'il y a quelque chose que la communauté peut faire et que vous pensez que nous pouvons vous donner un coup de pouce, n'hésitez pas à nous dire. Dans la mesure du possible, nous le ferons. Merci aussi à tous ceux qui ont donné de leur temps pour nous écouter. À ceux qui auront peut-être des questions que nous n'avons pas pu répondre en ce moment, ils peuvent vous contacter. Et si nous pouvons répondre, nous répondrons. Et merci à la technique qui nous a aidés. Et merci à tous les compatriotes du monde entier. Merci beaucoup, Président. À vous de recevoir notre invitation. Je sais que vous êtes tellement occupé. Merci d'avoir permis à ce que nous soyons là aujourd'hui et merci pour votre temps. Que Dieu vous bénisse. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir été nombreux à nous suivre. Comme je vous l'ai dit souvent, n'oubliez pas de vous abonner, de partager. Ce sont des informations très importantes qui peuvent aider votre ami, votre prochain. Alors, n'hésite pas à partager. N'hésite pas aussi, si tu as une question, tu peux me l'écrire en commentaire. Le président est là, très disponible. Il va répondre à toutes nos questions. Grand merci d'être nombreux. Grand merci pour votre soutien. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à la prochaine. Je t'aime, je t'aime, je te donne tout mon amour, car tu me mérites. Na buena sanjola lokola Musa Maria na yeba yonano Simana sanjola yo, na buena sanjola lokola moto maya peto epesaka bomo ya seko ezali wapi na bozindo alingi na na ye yo, nakende wapi libanda na yo te na bozindo isi oyo etonda